Salam alaikum, Azul, bonsoir. Le pire que ce régime ait perpétré contre les Algériens n'est ni dans la captation de la souveraineté populaire, ni dans la rapine, ni dans la dévastation de tout le pays, ni même, à la limite, dans le carnage commis contre les populations civiles. Non. Le plus atroce est ailleurs, et autrement plus grave, peut-être même irrémédiable. Le pire que ce régime ait commis est dans ce qu'il a occasionné de dommages, peut-être irréversibles, contre l'âme même de ce peuple qu'il a profondément remué, qu'il a dégénéré, dont il a profané ce qu'il a de plus sacré, dont il a extirpé toutes les valeurs, la conscience d'être une nation. Les vertus traditionnelles de cohabitation, dans leurs différences, l'amour de la patrie, le respect, la pudeur, l'honnêteté, le goût du travail bien fait, tout simplement, le respect dû aux érudits, aux artistes, le respect des grands serviteurs de l'État à leur propre charge, celui des commis à leurs devoirs, celui des magistrats aux lois plutôt qu'aux maîtres. L'Algérien qui a survécu à la longue nuit coloniale, qui a hérité de ses ancêtres des valeurs de vraie noblesse, cet Algérien patient, sobre, modeste, honnête, courageux dans l'adversité, qui refuse de vendre son honneur au plus offrant. Cet Algérien-là n'est plus. Le régime l'a éradiqué. Il nous avait promis, ce régime, de créer l'homme nouveau. C'est fait. Il a réussi, et c'est même la seule chose qu'il ait réussi pleinement. Il a réussi ce que tous les occupants successifs de ce pays n'ont pu réaliser. Nous ne sommes plus désormais qu'une foule disparate, faite de gens qui ne sont plus unis que par d'éphémères rencontres footballesques, mais qui se détestent cordialement, qui se haïssent passionnément les uns les autres, qui n'ont pas d'autre rêve, pour nombreux parmi eux, trop nombreux, que de quitter leur pays et qui ont fini par macérer dans leur propre haine, jusqu'à se haïr eux-mêmes. La haine est en nous. Elle nous a investis, infestés. Elle triomphe jusque dans les manabères des mosquées, jusque sur des sièges de haute dignité. Nous la portons en bandoulière et nous la dégainons pour un rien, pour tout, contre tous, contre l'autre, contre le monde entier, sauf contre ce régime qui nous a précipités dans ce cloaque de fiel où nous baignons. Nous ne sommes plus que des énergies d'exécration, qui n'ont d'autre raison d'être et qui ne se manifestent que pour se ruer vers un exutoire ou un autre, un déversoir à notre trop-plein de bile. C'est région contre région, ethnie contre ethnie, ville contre les autres, quartier contre ses propres voisins, voire même contre sa propre famille. Nous détestons tout le monde. La France, le Maroc, c'est cramé d'Africains, c'est bridé de Chinois, c'est pecno du douar, les arrivistes, les parvenus, les bergers, les va-nu-pieds, les nouveaux riches, les harkas, les moujahidines, les femmes voilées, les femmes non voilées, ceux qui ont une marque sur le front, ceux qui prennent l'apéro, ceux qui sont à la dernière mode, ceux qui ne sont pas à la mode. Et si vous voulez vous faire une idée précise sur l'état de macération avancé dans lequel nous croupissons littéralement, alors allez sur les réseaux sociaux, sur le Facebook ou le YouTube tout particulièrement. Vous seriez effarés par les égouts de purulence qui s'y déversent par flots, par paquets, par déferlantes. Un tsunami de haine. C'est cela le pire que ce régime
a commis sur nous, jusqu'à nous faire haïr notre propre vie, au point où nous ne savons plus être nous. Nous tous qui, chacun de son côté, tentons de singer les uns ou les autres, singer ceci, singer cela, les uns se coulant dans une occidentalité miaulante, les autres se fondant dans une orientalité hirsute, l'une et l'autre en toc vidé de toute substance, n'existant que par des dehors tapageurs. Nous sommes pourtant des êtres vivants, des êtres humains, avant que d'être quoi que ce soit d'autre, avant que d'être musulmans, avant que d'être algériens, berbères, arabes, alors que nous pouvons être tout cela à la fois, nous assumer dans notre plénitude, dans notre diversité, notre fraternité, sans pour autant nous recroqueviller dans notre frilosité identitaire. Et nous le serions d'autant plus et mieux quand nous mettrons autant d'énergie à revendiquer notre dignité que nous nous dépensons à haïr les autres. Le temps de la dignité doit venir, de l'apaisement, de la conscience. Il doit venir, avant qu'il ne soit trop tard. Ceux qui nourrissent nos haines, pour ensuite les attiser, doivent être démasqués pour ce qu'ils sont. Et ils dépériront d'eux-mêmes quand le terreau de haine où ils se sustentent se sera asséché. Les Yahya et autres souffleurs de haine sont nos excroissances, nos pustules qui ont drainé nos purulences et nos humeurs. Ils n'existent que par notre propension à la haine. Et c'est en recourant à notre haine qu'ils nous infectent et nous jugulent dans le même temps. Aujourd'hui. Le Parisien, Algérie, nouvelle interrogation sur la santé des Bouteflika. TSA, le constat sévère d'Amnesty International sur l'Algérie, par Hajer Gnanfa. Le soir d'Algérie, il accuse nommément le Maroc et la France de vouloir provoquer des troubles en Algérie, où Yahya identifie ouvertement la main de l'étranger. Algérie, état des lieux. Avec nous, donc, pour parler de l'actualité, de ce qui se passe en ce moment, de ce déferlement de haine tout azimut, de ces agitations, des épouvantails, Saleh Dabouz, avocat et président de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme, Mohamed Ben Hammou, président du parti Karama, Yassine Mahibahi, médecin et analyste politique, qui sera avec moi sur le plateau dans un petit moment. Saleh Dabouz, merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. Alors, maître Saleh Dabouz, donc, publication du rapport d'Amnesty International, le rapport 2016-17, qui est apparu mercredi, et qui donc épingle très durement, encore une fois, l'Algérie pour des dépassements pluriels et divers. Qu'est-ce que vous allez nous en dire? Écoutez, ce qui est publié dans le rapport d'Amnesty International, c'est des choses, c'est des faits, ce n'est pas des commentaires, ce n'est pas des réflexions, c'est des faits relevés sur le terrain. Il n'y a pas à réfléchir. C'est les atteintes, on l'a toujours dit, nous à la Ligue pour la défense des droits de l'homme, les atteintes aux droits de l'homme ces 2 dernières décennies se sont multipliées et on arrive à un seuil très très dangereux. Toutes les libertés normalement qui doivent être garanties par la Constitution, c'est uniquement des textes. Moi-même, je suis encore sous contrôle judiciaire, un avocat, président de la Ligue, il est sous contrôle judiciaire à cause de ses activités comme avocat et à cause de ses activités comme militant des droits de l'homme, parce que j'ai fait des déclarations au lieu que le pouvoir, au lieu que les autorités
quel que soit le niveau, enquête sur ce qu'on a déclaré comme atteinte aux droits de l'homme, surtout dans les prisons. C'est celui qui dénonce qui est sanctionné, et nous constatons de très graves dérives. Nous avons Temel qui est décédé dans des conditions mystérieuses. Nous avons Benchir Issa et Daouchi Afari décédés dans la prison dans des conditions mystérieuses. Nous avons aussi un détenu cette semaine à Constantine. Et d'après ses proches, il est en grève de la faim, il est déprimé parce que certains gardiens de prison auraient porté atteinte à sa dignité. Il aurait été violé à l'intérieur de la prison. C'est tout simplement catastrophique. Mais Salah Dabouz, les rapports se suivent, se ressemblent, s'empilent les uns sur les autres, dénonciation après dénonciation, depuis longtemps déjà, mais ça n'a rien changé à l'affaire. Écoutez, il y a des faits, il y a des observateurs. Les observateurs n'ont aucun pouvoir pour agir. Ils ont la possibilité de dénoncer. Maintenant, quand les observateurs dénoncent et quand leur dénonciation va jusqu'à des atteintes à leur liberté d'expression et à leur même liberté d'agir professionnellement, je crois qu'on est en train de faire ce qu'on doit faire à la limite de nos moyens. Et donc, reste maintenant ce qui doit être fait. Personnellement, je ne cesse de lancer des appels à la communauté nationale et internationale pour des actions de solidarité afin d'obliger les tenants du pouvoir à respecter les libertés et les lois, surtout les lois qu'ils ont eux-mêmes pendues, que nous contestons d'ailleurs, mais que nous demandons au moins qu'elles soient respectées, puis nous militons pour qu'elles soient changées dans le bon sens. Je vais revenir vers vous dans un moment, Salah Dabouz, pour que vous nous parliez de certains cas en particulier qui sont concernés dans cette affaire. Et je reçois à présent Mohamed Ben Hammo, président de Karama. Merci d'être avec nous, Mohamed Ben Hammo. Merci à vous. Merci. Alors, Mohamed Ben Hammo, donc, nous parlions du rapport d'Amnesty International qui a épinglé l'Algérie, encore une fois, encore un rapport très sévère, accablant même. Qu'est-ce que vous pourriez nous en dire d'abord, avant que je vous pose des questions précises? D'abord, bonjour tout le monde. Et je souhaiterais donc dire que le rapport, allô, oui, on vous le rapport d'Amnesty International reste un rapport d'une organisation donc qui est maintenant, il y a des doutes, on commence à douter de ces rapports-là, parce que il faudrait pas voir tout noir. Je dirais pas que tout va bien en Algérie sur le plan des droits de l'homme, mais je dirais que nous avons fait beaucoup de progrès en Algérie, de par ma qualité d'avocat. Et j'exerce, je suis avocat en exercice en Algérie. Donc, je suis en contact permanent avec la population et avec la police judiciaire et avec les détenus. Donc, je sais ce que je dis. Je peux vous garantir que la police algérienne a fait un grand pas en avant. Vous savez que la police algérienne est devenue une police citoyenne, une police de proximité. Mais quand vous dites des doutes, d'abord, je vais vous parler d'affaires précises. Par exemple, quand Yahya déclare au sujet des contraintes exercées sur Yahya, dont tout le monde reconnaît qu'elles sont illégales, anticonstitutionnelles. Il dit oui, j'assume, nous le faisons parce que pour protéger le pays, alors que c'est illégal. Ce sont des contraintes illégales qui n'ont pas été décidées par un juge, mais par quelqu'un qui parle au nom du président, qui dit c'est pas moi, c'est le président qui a dit. Moi, je vais vous dire une chose. Monsieur Oukhia est un homme d'État, d'abord. Il est le chef cabinet, c'est un homme politique, il sait ce qu'il dit, il sait ce qu'il fait, il est responsable de ses actes et de ses paroles. Moi, ce que je peux vous dire, qu'on a toujours tendance à comparer l'Algérie et la France. Ce que je peux vous dire en matière de droits de l'homme, la dernière affaire en France, l'affaire Théo, la France qui est un pays de droits de l'homme,
Donc, moi, je poserai la question à M. Debbouze et à vous et à tout le monde. Je dirais, qu'est-ce qui se passe en France? Est-ce que la France a perdu sa crédibilité en matière de droits de l'homme, ou est-ce que c'est l'Algérie qui fait des progrès? Donc, il faudrait peut-être Oui, mais pardon, Mohamed Ben Hamou, juste pour la précision. La France, le président de la République lui-même s'est déplacé auprès de Théo pour lui demander des excuses. La société, dans son entièreté, s'est manifestée, descendu dans la rue, provoqué des manifestations, des partis civils se sont constitués, les policiers ont été mis en examen, ils seront bientôt jugés, il y a une réaction. Oui. Alors je vous pose la question, Mohamed Tamalt, c'est pas vrai? Attendez, l'affaire Kamal Din Khar, c'est pas vrai. L'affaire Slimane Bouhaf, c'est pas vrai. La communauté Ahmadi, arrestation de 50 personnes. L'expulsion des migrants par dizaines de milliers, c'est pas vrai tout ça? Écoutez, ce qui se passe en Algérie, moi je l'ai toujours dit, je le dis encore, c'est un problème de communication. C'est un problème aussi de façade. Moi, ce que je déplore en Algérie, ce que je déplore, je le dis haut et fort, c'est que parfois, nos responsables n'agissent pas là où il faut. Moi, j'aurais bien voulu que dans ces affaires, l'affaire, le dernier décès d'un détenu en prison, j'aurais souhaité qu'un de grands responsables algériens aille voir la famille de ce décédé et qui fasse un communiqué. C'est vrai que la justice a été saisie, oui. Le ministre de la Justice a bien déclaré qu'il va y avoir une enquête et qu'on saura la vérité. Mais il y a un manque de communication. Je vais vous dire une chose, la dernière communication de la présidence sur la santé du président et la visite de Merkel. Donc, moi je dirais que là, la présidence a réagi en professionnel et elle n'a plus... Nous allons y venir tout à l'heure, Mohamed Ben Hamou, nous allons y venir tout à l'heure, restez avec nous. Mahibahi, merci de nous avoir rejoints. Merci Jamel, bonsoir. À vous et à nos téléspectateurs. On nous a dit que vous êtes perdu en cours de route. Un petit peu, oui. Vous n'avez pas de GPS? Non, je l'ai oublié, mon GPS. Bahi. Donc, nous parlions du rapport annuel d'Amnesty International qui a épinglé, je ne dis pas l'Algérie, moi, il a épinglé le régime. Parce que pour moi, je fais une nette distinction entre le régime et l'Algérie. Donc, il a épinglé le régime pour des graves dépassements contre les droits des gens. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur ça? Écoutez, la première chose, c'est qu'effectivement, si le rapport d'Amnesty International a fait ce rapport, c'est qu'effectivement, il y a des dépassements. Alors, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Aujourd'hui, nous n'avons pas un véritable état de droit. Il y a des gens qui sont incarcérés de façon arbitraire. Il y a des gens qui ne peuvent pas rentrer en Algérie pour délit d'opinion. Nous avons l'exemple de Mohamed Tamalt Rabbi Rahmou, qui est décédé dans des conditions et dans des circonstances encore inconnues, et que la justice, pour le moment, ne s'est pas encore prononcée. Et vous parlez de M. Ouihia, qui finalement, après 24 ans au service de l'État... Au service de l'État? Au service d'un régime, au service d'un système. À force de vouloir être partout, M. Ouihia se trouve maintenant nulle part. Donc il fait des déclarations au nom du président de la République. Comme par hasard, le président de la République, on sait très bien dans quel état de santé il est. À cette occasion, on lui souhaite un prompt rétablissement. Mais encore, on revient à cette question de droits de l'homme. Effectivement, nous avons un grand problème. Le pouvoir en Algérie, enfin le gouvernement en Algérie, a un sérieux problème avec le respect des droits de l'homme. Mohamed Tamalt n'est qu'un exemple finalement. Et qu'aujourd'hui, M. Kamel Din Fakhar, les autres détenus des deux côtés de la vallée du Mzab, qu'ils soient Mouazabit ou les autres. Oui, mais il faut dire les choses. Alors si on veut construire un État de droit, on doit d'abord passer par le respect des libertés. Mais qui va imposer ce respect Je vais vous donner un exemple. Ahmed Douihia. Alors, il ne parle pas comme en tant que président du RND. Il parle en tant que représentant du cabinet du président. Alors, c'est ça la question. Voilà, il parle en son nom. Il dit oui, Ali Ben Haj, je ne suis pas moi, c'est président. Oui. Ça veut dire qu'ils font tout passer. Moi, je suis certain. D'abord,
C'est le président qui a décidé de l'empêcher de se déplacer. Je vais vous dire ça, attendez. La mesure contre Ali Ben Hajj a été prise en raison de ses déplacements dans les fêtes de mariage, dans les mosquées, où il lance des déclarations, des paroles et des critiques. Oui. Il y a eu des réservations à propos pour l'intérêt du pays. Ouais. Hein, voilà. S'il est empêché de quitter le territoire de la wilaya d'Alger, il garde sa liberté. Alors qu'il est anticonstitutionnel de l'empêcher. Le ministre de la Justice lui-même l'a dit. Oui. On ne peut plus interdire à quelqu'un de quitter un quelconque territoire ou de le retenir dans un quelconque endroit sans décision de justice. Oui. Or là, c'est Ouihia qui a envoyé. Attendez. Nous ne souhaitons à personne subir ce genre de dispositions, mais nous sommes obligés de les appliquer lorsque la sécurité du pays est en danger. Plus loin, je suis le serviteur de cet État. Quand l'État trouve indispensable de prendre une mesure dans l'intérêt du pays, il le fait sans aucune hésitation. Ça veut dire, comme moi j'apprécie que c'est une question de sécurité nationale, j'ai le droit d'outrepasser la justice. J'ai le droit d'outrepasser la Constitution. Il le dit comme ça, c'est clair, c'est net. Et il ne se passe rien. Tout à fait, parce que tout simplement, vous parlez du cas de M. Ali Belhaj. Oui. Très bien. Entre autres, il n'y a Oui. pas que lui. Hein. Lorsque le président de la République était dans son état et qui n'avait, on va dire, pas de soucis, on va dire, qui était quand même dans un état de lucidité, etc., M. Ali Belhaj, je rappelle qu'il se déplaçait sans aucun problème. Oui. Là-dessus, il faut rendre à César ce qui est à César. Le président de la République n'a jamais, depuis qu'il est arrivé, partant de ce principe de réconciliation nationale, M. Ali Belhaj a bougé dans le territoire national. Il est parti lors des funérailles de Aït Ahmed. Et comme par hasard, depuis que l'état de santé du président se dégrade, nous voyons des déclarations de M. Ahmed Ouihia Au nom du président. au nom du président de la République. Donc tout le monde sait qu'il ne parle pas, qu'il ne réfléchit pas, qu'il ne conçoit rien, Voilà. qu'il ne dégomme rien, qu'il ne signe rien. Moi, honnêtement, j'ai la conviction que ce n'est pas le président de la République. En tout cas, ce n'est pas le style du président de la Mais République. tout le de monde parler sait que ce comme n'est ça. pas le président. Tout Le le monde problème, le sait. oui, le problème, c'est que M. Ahmed Ouihia, je pense qu'il est à bout de souffle. En tout cas, pour le moment, il est omniprésent. Non. C'est lui qu'on voit partout. Ben oui, parce que quand on arrive à une certaine bassesse, incriminer un État voisin, incriminer la France, parler du Maroc comme étant les seuls responsables de ce qui se passe en Algérie dans des mouvements séparatistes, moi je dis que le seul responsable de la création de cette séparation ou de ces messages de haine, c'est bien M. Ahmed Ouihia. M. Ahmed Ouihia est connu d'être un grand manipulateur. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. D'ailleurs, le monde est en train de changer. Il y a une nouvelle génération. Les jeunes voyagent, savent tout. Et arrêtons avec ces « j'ai raison, vous êtes les traîtres ». J'ai raison, vous avez tort. Et de toutes les façons, les gens qui sont emprisonnés, c'est comme ça et on va continuer. Donc les déclarations... quand il dit, oui, c'est très très intéressant. Quand il dit sur Tamalte, il dit mais personne ne peut porter un jugement sur le magistrat qui n'a pas maintenu Tamalte en dehors de la prison, car cela toucherait au principe de l'indépendance du juge. Oui. L'indépendance du juge, qui rend des sentences selon la loi et selon sa conscience. Vous imaginez un peu le culot de ce monsieur Moi, ce qui nous dit que les juges sont indépendants et Oui. qu'ils agissent en pleine conscience. Mais moi, ce qui m'inquiète le plus, en toute conscience, pardon. Jamaldine, ce qui Oui. m'inquiète le plus, c'est que dans l'histoire, depuis l'indépendance de l'Algérie, aucun directeur de cabinet de tous les présidents n'a osé faire ce genre de déclaration, alors que c'est au rôle du porte-parole du président, du ministre de la Justice, puisque c'est le garde des Sceaux, mais pas du tout, ce n'est pas le rôle du directeur de cabinet. Visiblement, et là on le sait très bien, M. Ahmed Ouihia a dit, plus grave encore, Oui. que tout ça, il va préparer la campagne électorale de son parti, tout en restant directeur de cabinet du président. Absolument. Ce qui est anticonstitutionnel, à Absolument, mon sens. évidemment. Donc aujourd'hui, on voit bien que ces déclarations, c'est pour semer la zizanie. Moi, je suis quelqu'un qui, voilà, je me bats pour qu'il y ait un État de droit. On peut être contre les idées politiques de M. Ali Belhaj, du Dr Fakhar,
de X, de Y, mais on doit respecter la liberté d'expression et on doit arrêter avec le fait de laisser des gens emprisonnés sans qu'il y ait une véritable justice. Et ceux qui cautionnent ces déclarations de M. Ahmed Ouyihia, je dirais que cela ne respecte pas l'état de droit que nous, on le souhaite. À 66 ans, M. Ahmed Ouyihia n'a pas compris une chose. Un, qu'il doit prendre sa retraite et qu'il doit laisser la place aux jeunes. Et deux, soit il sort du cabinet du président et qu'il fait sa politique en tant que secrétaire général de son parti, mais en aucun cas qui met en péril et qui met à dos la personne du président de la République. Salah Dabbouz, j'aimerais que vous nous parliez un peu des autres cas, Kamal Din Fkhar, l'affaire Slimane Bouhafs, la communauté Ahmadi, l'expulsion des migrants dans des conditions atroces. Qu'est-ce que vous pourriez nous en dire? D'abord, j'aimerais apporter quelques petites mises au point, vite, oui, à M. Benhamou. Premièrement, qui a dit que la France était notre référence par rapport aux questions de la démocratie et des droits de l'homme? Moi, quand je me suis exprimé tout à l'heure, je me suis référé aux textes et aux principes dans les textes de loi, dans la Constitution et nos textes de loi que nous trouvons, malgré que nous trouvons insuffisants, on demande d'abord qu'ils soient appliqués et on milite pour les améliorer. On n'a jamais dit que la France était notre référence. Pourquoi prendrait la France pour une référence alors qu'on l'avait combattue pour nous en débarrasser d'un régime colonial? Ça n'a jamais été notre référence. Deuxièmement, pour les progrès que M. Benhamou dit que la police a fait des progrès. Est-ce que vous savez que Fkhar est détenu? C'est un avocat, Maître Benhamou, hein, Salah Oui, Dabbouz. oui, oui, je le connais très bien. Je le salue par le... Oui, c'est mon confrère. Ouais. Je suis pour mon confrère M. Dabbouz. C'est pour ça qu'il est M. Benhamou, avec tout le respect que je lui dois. Il faut savoir que Fkhar est détenu à la base de PV réalisés par la police. On a soulevé ça devant la chambre d'accusation. On a apporté les preuves que c'était de faux PV, mais ça n'a pas été retenu. Et Fkhar, il est à son 19e mois de détention et à son 51e jour de grève de la faim. On ne veut pas l'entendre. Il faudrait qu'il soit mort pour peut-être regretter ça. C'est très très grave, c'est de graves atteintes aux droits de l'homme. On ne peut pas produire de faux PV et uniquement à la base de ces faux PV mettre des gens en prison. Ils sont 160 détenus d'opinion d'une ZAD, il y a 160 familles délaissées. Est-ce que ces 160, Salah Dabbouz, est-ce que ces 160 détenus appartiennent tous à la communauté du Mzab ou c'est tous les citoyens confondus des deux côtés de la barricade, si j'ose dire? 160 qui appartiennent à la communauté de Mozambique, il y a plus de 200 détenus confondus. Alors pourquoi vous n'en parlez pas, Salah Dabbouz? Pourquoi vous ne dites pas il y a plus de 200 détenus confondus? Pourquoi vous ne parlez que de la communauté ibadique? Je suis saisi, M. Jamel, non, je ne parle pas de communauté. Je suis saisi par les familles de détenus d'opinion qui se plaignent des dépassements. Et il se trouve par hasard que ce sont uniquement des détenus mozambiques qui me saisissent. Je ne suis saisi que du cas, et encore pas directement, c'est un journaliste qui m'a parlé d'un détenu qui s'appelle, d'un autre détenu qui n'est pas Mozambique, je vais me rappeler du nom, qui a été arrêté à Alger, et je ne sais pas pourquoi, et il est poursuivi à Gherdaïa. À cause des publications que lui aussi a fait sur sa page Facebook. Mais je n'ai jamais entendu qu'il était détenu dans de mauvaises conditions, mais je dénonce aujourd'hui toutes les détentions pour opinion
il y a à Gardaya plus de 160. Tout à l'heure, j'étais chez le juge d'instruction pour un respectable monsieur qui avait écrit dans sa page Facebook Nedab, Fesed, Moufsid, il est sous contrôle judiciaire. Uniquement pour cette phrase. C'est très 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 grave. Moi-même, je suis sous contrôle judiciaire. Moi-même, je suis avocat, je suis militant des droits de l'homme et je suis sous contrôle judiciaire pour mes activités. Restez avec nous, Salah Dabbous. Ça n'a jamais été le cas auparavant. Restez avec nous, je reviens à vous dans un moment. Mohamed Ben Hammou. Mohamed Ben Hammou, vous avez écouté Maître Salah Dabbous et Yassine Mahibahi? Oui, donc je les ai écoutés, puis ça me rend triste, parce que d'abord c'est des confrères. Yassine Mahibahi n'est pas votre confrère, il est médecin. Non, je parle de M. Dabbous. D'accord. Donc, que je respecte beaucoup. Mais ce que je voudrais dire, c'est vrai que je comprends leur douleur peut-être, parce que bon, ils n'arrivent pas à évoluer comme nous évoluons, parce que cette Algérie, il faudrait savoir ce qu'on veut. Ou on voudrait la construire ensemble, et arriver à un État, vraiment un État de droit, comme je reviens à dire à la France est une référence en matière de droits de l'homme, qu'on le veuille ou pas, par sa justice et par son peuple, pas par ses hommes politiques, mais par son peuple et sa justice. Et de cela, je voudrais dire que l'Algérie viendra un jour et arrivera un jour à être un État de droit, comme on l'espère. Mais néanmoins, maintenant, s'il y a des dépassements, je suis d'accord qu'il y a des dépassements à gauche et à droite, mais nous sommes en train de construire. Nous sommes sortis d'une décennie noire. Nous sommes sortis d'une décennie où il y avait le terrorisme à nos portes. Et il est encore à nos portes, à nos frontières, en Libye, au Mali. Donc écoutez, quand je vois en France interdire Dieudonné sur une scène, et je reviens en Algérie et je dirais que Maître Dabbous est sous contrôle judiciaire ou X ou Y. L'Algérie n'appartient pas à M. Dabbous ni à M. Ben Hammou. L'Algérie appartient à tout le monde, à 40 millions d'Algériens. Vous êtes sûr, excusez-moi, excusez-moi, M. Ben Hammou, vous êtes sûr que l'Algérie appartient aux Algériens? S'il vous plaît. Moi, je vis en Algérie. Je suis en Algérie. Et je remarque tous les jours une amélioration. Je sais qu'il viendra un jour où nous allons arriver à cette Algérie dont nous rêvons. Mais il faudrait peut-être donner du temps au temps. Je dirais une chose, je dirais à M. Dabbous et à M. Mahi, cette Algérie, hier, c'est vrai, il n'y avait pas d'être droit, il n'y avait pas de liberté d'expression, mais maintenant, qu'on le veuille ou pas, il y a une Quand vous parlez d'hier, vous parlez de quelle période avant Bouteflika, vous voulez dire? Il y a une dizaine d'années. Il y a une dizaine d'années, c'était pas comme maintenant. Je vous assure, et sans être chauvin ni proche du système ou comme ils disent Ben Hammou, c'est le Chita, c'est le. Attendez, Mohamed Ben Hammou, attendez. Il y a une dizaine d'années, il y avait moins de détenus politiques qu'aujourd'hui, moins de détenus d'opinion qu'aujourd'hui, moins de morts. Il y a une dizaine d'années, il n'y a pas de journaliste qui est mort en grève de la faim. Il y a une dizaine d'années, on n'expulsait pas des migrants africains par dizaines de milliers dans des conditions infrahumaines. Donc je ne comprends pas, peut-être que vous parlez d'un autre pays. Est-ce que je peux vous dire une chose sur l'immigration clandestine? Écoutez, et je ne suis pas chauvin, je vous assure que je suis pragmatique. J'habite la frontière algéro-marocaine, je suis à Marnia, plus loin que Marnia. Vous savez que les Africains qui sont là, et peut-être qui n'ont pas de papier, vous savez qu'ils sont nos frères, que nous les habillons, nous leur donnons à manger, et je vous assure qu'ils sont chez eux, et ils sont bien traités. Je vous assure, et vous pouvez le remarquer. Donc ne dites pas que les Africains sont maltraités. Ce n'est pas vrai. Au contraire, l'Algérie est un pays d'accueil. Et c'est un pays qui offre beaucoup d'avantages à ces Africains. Restez avec nous, Mohamed Ben Hammou, Yassine Mahibahi. Donc vous avez entendu Mohamed Ben Hammou, l'Algérie, c'est le paradis des droits de l'homme, le paradis des migrants sahariens. Ils sont bien, tout le monde est bien, ça va, très bien. D'abord, quand M. Ben Hammou dit « je comprends leur douleur à nous », j'espère qu'il puisse comprendre la douleur de tout un peuple. Deuxièmement, je n'attends pas des leçons de nationalisme de la part de M. Ben Hammou ou de qui que ce soit par rapport à ce qui se passe en Algérie. Aujourd'hui, l'Algérie est en train de... Mais lui, il a dit « moi, je vis en Algérie hein. ». Ça veut dire
pour vous et Oui, moi, bah, nous, on n'est oui. pas là dans le même truc. Alors, Lui, il vit en Algérie, nous, on est dehors. Alors, Donc, voilà. c'est de là où commence la perversion des gens qui sont au service de ce pouvoir, la séparation, créer la séparation. Et après, on accuse les gens d'être dans des mouvements séparatistes. Ce sont ces gens-là qui sont le vecteur de toute une dynamique de haine et de séparation entre ceux qui vivent en Algérie, donc qui s'octroient les privilèges et tout, et ceux qui sont à l'extérieur. Je ne suis pas d'accord et je ne partage en rien les propos de M. Benhamou. L'Algérie aujourd'hui, certes, elle est, et d'ailleurs c'est l'occasion, je rends hommage aux 7 militaires qui sont tombés martyrs du devoir. L'Algérie est debout, il n'y a pas de souci. À Bouira. À Dans la Bouira, région de Bouira. bien sûr. Donc là-dessus, je pense que, Allah yarham shuhada, Allah yarhamhum, là-dessus, personne ne me donne des leçons concernant la stabilité et la sécurité de mon pays. Un. De deux, je suis en train de dire une chose, que les droits de l'homme sont atteints en Algérie. Le rapport d'Amnesty International est accablant. Mais quand vous discutez avec M. Ouyahia, M. Benhamou, pour eux, circuler, il n'y a rien à voir. Donc c'est ça ce qu'on veut expliquer. Nous allons passer au sujet d'après, les déclarations de M. Ouyahia sur la France et le Maroc. Alors, il faut bien noter une chose. M. Ouyahia n'a pas parlé en tant que président du RND. Il a parlé en tant que directeur de cabinet de la présidence de la République. Il s'est présenté en tant que tel dans l'interview avant de désigner la France et le Maroc comme étant la main de l'étranger, juste quelques jours après. Une déclaration qu'on a prêtée au même Bouteflika, parce qu'à chaque fois on lui fait dire des choses. Il aurait dit, on lui a fait dire qu'un complot serait ourdi, comme ça avec les termes des années 60. Un complot serait ourdi outre Méditerranée par des mains cachées, invisibles, contre la stabilité et la sécurité de l'Algérie, et que des médias chafouins là sont en train de relayer. Alors, juste quelques jours après, donc il donne cette interview et il accuse nommément la France et le Maroc. Et la France, dont tout le monde sait qu'elle a été pour beaucoup l'allié principal du régime dans le 4e mandat, par exemple, entre autres, dans le soutien du régime, à la limite contre le peuple algérien. Moi, j'ai une seule interprétation. Je vous ai dit que le président de la République, quand il a été élu en 1999, il voulait absolument qu'il y ait une rencontre entre lui et le roi Hassan II. Je rappelle à nos téléspectateurs que cette rencontre n'a jamais eu lieu. Le roi est mort et le président a toujours déclaré que nous veillons à ce qu'il y ait des relations privilégiées entre nous et nos voisins. Ni le Maroc va partir, ni nous, on va déménager. Aujourd'hui, on voit bien que M. Ahmed Ouyahia, d'ailleurs ce n'est pas la première fois qu'il fait ces déclarations. Une fois il a parlé des services secrets israéliens, Oui. Une fois, il a parlé des services secrets marocains. Et donc, quelqu'un qui, entre parenthèses, a des ambitions pour succéder, entre parenthèses, au président de la République. Je ne comprends pas comment on peut se permettre une telle bassesse, je dis bien une telle bassesse, en lançant des messages, encore une fois, de haine, des hostilités entre un pays voisin. Non. Mais vous croyez, Yacine Mahibahi, qu'un Ouyahia serait capable, tout seul comme un grand, de lancer de telles accusations si ses principaux parrains ne lui ont pas commandé? Vous pensez qu'il serait capable, lui, Ouyahia, qui est à la périphérie du pouvoir, qui n'est pas dans le centre, dans le cercle de décision, qu'il pourrait lancer un tel pavé dans la mare si on ne lui a pas commandé? Bien sûr, parce que moi je suis certain que M. Ouyahia est en fin de carrière, est à bout de souffle. Donc il est capable, bien sûr, lui seul, de faire ces déclarations populistes. Parce qu'en fait, il est fait à la veille des élections législatives. Et juste après, il a dit, moi je vais animer la campagne de mon parti. Donc il se permet de donner ces déclarations-là. Écoutez, moi je vous dis une chose. Aujourd'hui, on a une nouvelle génération de jeunes qui voyagent au Maroc, qui voyagent en France, qui a de très bonnes relations et qui veille justement et qui espère qu'il y ait de bonnes relations entre nous et nos voisins, entre nous et la France. Je pense que ça, c'est le b.a.-ba
Mais dans le même cas, Macron, quand il s'est rendu en Algérie, Oui. et qui n'est que candidat encore, Oui. hein, qui n'est pas encore président, Oui. c'est le favori, Oui. on lui a déroulé quasiment le tapis rouge, hein, les patrons de Ouyahia. Donc c'est ça qu'on ne comprend pas. Qu'est-ce qui agite Ouyahia? Qu'est-ce qui l'oriente dans cette direction de rentrer dans deux pays qui ont des relations... Parce que ce monsieur n'arrive... Non, mais c'est très très simple. Ce monsieur n'arrive pas à comprendre qu'aujourd'hui, ce genre de discours ne tienne pas la route. Donc les gens ont compris que de toute façon, ce n'est pas la faute aux autres, mais il faut se remettre en question. Et lui, il ne s'est jamais remis... Enfin, quand M. Ouyahia, la politique de M. Ouyahia, M. Benhamou, les gens qui soutiennent, ne se sont jamais remis en question sur la manière de gérer le pays, sur la politique qui est en train de mener ce pays à un désastre. Alors, quand vous parlez de M. Macron, oui, ben, il est candidat parce qu'il y a une communauté française importante, il y a des binationaux, c'est le devoir, enfin, j'allais dire, c'est la démarche d'un candidat aux élections présidentielles. Bon, mais moi, je suis certain que les déclarations de M. Ouyahia font partie de ces manipulations et pour, encore une fois, Est-ce que aiguiser justement les rancœurs, alimenter les tensions entre le Maroc et l'Algérie, alimenter les tensions qui existent, hein, peut-être en prévision d'une petite guéguerre, pour détourner l'attention sur l'échec du régime, sur la ruine, sur la faillite? Moi, je ne crois pas à cette thèse-là. Vous ne pensez pas qu'on puisse en arriver au pire un jour? Non. Je pense que et le Maroc et l'Algérie, on est deux pays voisins. Nous avons une histoire commune. Il y a beaucoup de choses qui nous lient. Malheureusement, il y a aussi certaines choses... Et puis moi, en tant qu'Algérien, sur cette question de... Je vais revenir sur le Sahara occidental. Moi, je ne renie pas la position de l'Algérie. J'ai toujours soutenu le peuple sahraoui pour son autodétermination. Alors aujourd'hui, ce dossier du Sahara occidental, il est entre les mains des Nations Unies. Bon, à partir du moment où M. Ross est venu et il a pris en main ce dossier. Alors faisons en sorte qu'il y ait de bonnes relations entre nous et le Maroc, faisons en sorte que ces relations prennent une autre tournure pour les générations futures, au lieu de créer la haine. Parce que comme on a créé la haine entre la communauté algérienne en disant « les Algériens étrangers, ce sont des traîtres », cette chaîne de télévision est une chaîne ennemie, alors le Maroc est aussi un ennemi. Salah Dabouz, sur le même sujet de déclaration de Ouyahia sur le Maroc et la France. Salah Dabouz? Oui, je suis là. Oui, donc... Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Ouais. Alors, d'abord, premièrement, je pense que si Ouyahia a fait ces déclarations, c'est pour un peu faire diversion par rapport au grand problème qui est l'incapacité du président de recevoir le chef d'État d'un État européen. Donc, ça peut faire scandale et ça peut remettre sur la table la question de la vacance du poste de président. Donc, il fallait créer quelque chose pour un peu nous occuper, et surtout c'est des déclarations envers l'intérieur, pour un peu nous occuper à parler de ça plutôt que de poser la question de la vacance du pouvoir, du poste de président. Mais malgré tout ça, ce sont quand même des déclarations très graves parce que Ouyahia dit que nous avons décidé que Ali Belhaj ne bouge pas, et même si ces décisions sont illégales, on les assume. C'est nous qui savons où est l'intérêt de l'État, donc et on fait ce qu'on veut, autrement dit. Ensuite, il a pointé le doigt vers le mouvement du MAC et puis ce qu'il appelle lui mouvement du MAM, parce que ce mouvement, d'après moi, c'est une création du pouvoir pour stigmatiser toute une communauté à Gherdaya. Je parle de ça parce que je sais de quoi il s'agit. C'est un dossier formé de toutes pièces, monté de toutes pièces, pour cacher les insuffisances de la mauvaise gestion de cette région. Bon, ensuite il dit je suis prêt pour répondre à une convocation de la justice parce qu'il détient des informations
graves qu'il n'a pas des preuves. Il a parlé de preuves, mais des preuves qu'il n'a pas avancées. Il a dit nous avons des preuves de l'implication de la France et du Maroc qui veulent déstabiliser le pays. Non, je ne parle pas uniquement de ça, je parle du dossier de Rebder, quand il avait déclaré le 11 juillet 2015 qu'il sait que des personnes touchaient 50 000 dinars pour commettre des actes de violence. Oui. Ce sont des informations très graves. Peut-être ces personnes, justement, ils percevaient cet argent de la France et du Maroc. Peut-être, je ne sais pas, parce qu'aujourd'hui, il dit que c'est la France et le Maroc qui sont derrière la déstabilisation de la Kabylie et du Nzab. Peut-être qu'il détient toutes ces informations, mais il ne communique pas ces informations à la justice, lui qui est chef du cabinet, chef d'un parti politique. Mais il dit que si jamais la justice me convoque, je peux répondre. Du coup, il met l'appareil judiciaire devant ses responsabilités. Nous, on avait demandé à ce qu'il soit convoqué, lui, Saadane et Toufik. Ça n'a pas été fait. On ne nous a même pas répondu. Donc, toutes ces informations-là, pour un état de droit, je pense on est très 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 loin d'un état de droit. Dans un état de droit, un citoyen, quel que soit son rang et sa fonction, ne peut pas prendre les fonctions de la justice et décider à la place de la justice. Parce qu'on est passé du stade de l'influence qui était exercée sur la justice au stade de s'accaparer les prérogatives d'un juge. C'est-à-dire aujourd'hui, nous avons un haut fonctionnaire qui nous dit « Moi, je décide à la place de la justice que M. Ali Belhaj n'a pas le droit de choisir le lieu de sa prière. » Et je décide à la place de la justice que Ali Belhaj ne peut pas aller dans un mariage, il ne peut pas aller dans une mosquée, il ne peut pas parler. Et je décide de ça parce que je sais que c'est dans l'intérêt de l'État. Peut-être qu'il pense qu'un État, c'est le régime qu'il représente et qu'il sert en mettant justement la société et l'État tel qu'on le conçoit, tel qu'on l'a appris, tel qu'on le comprend, nous, en danger. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en face d'un serviteur de régime, d'un commis de régime et pas d'un commis de l'État. Non, déplaise à ceux qui n'arrêtent pas de nous dire qu'il y a des progrès énormes au moment où nous constatons. Et nous sommes les preuves, ce n'est pas uniquement des observations, on subit. Moi, j'ai fait, en 30 semaines, j'ai fait plus de 36 000 kilomètres en déplacement et plus de 600 heures en déplacement. Ça fait presque le tour du monde en contrôle judiciaire. Restez avec nous, Salah Dabouz. Il ne reste plus de temps, je suis obligé de vous interrompre. Mohamed Ben Hammou n'a pas eu suffisamment de temps. Mohamed Ben Hammou, c'est à vous. Oui. Donc, oui. Est-ce que vous pourriez répondre à Dabouz? Il est très clair. Salah Dabouz, il dit il n'y a pas d'état de droit, il y a violation, on n'a pas le droit de faire ça, et il a dit des choses très graves. Moi, je dirais une chose. Oui. D'abord, je tiens à préciser que le Maroc est un pays frère, il nous a aidés pendant la guerre de libération, et entre la France et l'Algérie, il y a un amour passionnel, et il y a une histoire. Et il y a 5 millions d'Algériens en France. Il faudrait peut-être que ces Algériens en France, binationaux, se fédèrent et que les Français vont mieux écouter ces Algériens parce que c'est une bombe à retardement, moi j'appelle comme ça. Et je dirais aussi que les paroles de M. Ouihia, qui est un homme politique, et qui n'incombe que lui, il est responsable de ses paroles et de ses actes. Mais ce que je ne comprends pas, est-ce que M. Dabouz ou M. Mahi ont été mandatés, et c'est les avocats de la France et du Maroc, parce que s'il y a un problème entre M. Ouihia et les Marocains et les Français, et il y a la diplomatie marocaine ou française qui doit s'agiter, il n'y a personne qui a parlé de ça. Donc pourquoi on se noie dans un verre d'eau? Vous savez, les hommes politiques peuvent parler. Je suis en politique. Des fois, c'est vrai que la passion ou les paroles s'envolent, mais le fond, il est là. L'Algérie est un grand pays et la preuve, ce défilé d'hommes politiques, de hauts responsables hommes politiques, à commencer par Juppé, Macron, Montebourg. Je ne comprends pas. Est-ce que l'Algérie est un pays droit de l'homme, un pays attractif, ou c'est un pays maudit? Je ne comprends pas. Donc, si non, mais l'accusation de Ouihia, il ne reste plus de temps. L'accusation de Ouihia contre la France,
Et le Maroc, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je vais dire une chose. Je vais dire une chose en tant qu'homme politique. Et je pèse mes mots. Moi, je pense que ces derniers temps, il y a quelque chose qui n'est pas bon entre la France et l'Algérie. Il y a quelque chose qui se trame. Je ne sais pas ce que c'est, mais je sais qu'il y a une chose qui est en train de se tramer. Donc, laissons le temps découvrir. Donc, patientons. Donc, et le temps nous dira qu'est-ce qui est en train de se passer. Parce que le problème des pommes de, je ne sais pas, de la Normandie ou de la Bretagne, tout ça, le problème de la déclaration de M. Yahya, il y a plein de choses qui tournent mal, Merci Mohamed Benhamou. Il reste plus de temps, malheureusement, je suis obligé de vous interrompre. Yassine Mahibahi, 30 secondes. Oui, 30 secondes pour dire. Écoutez, en gros, comme disait quelqu'un assez connu, c'est pas la peine de perdre son temps à donner des arguments de bonne foi face à des personnes de mauvaise foi. Donc je pense que là-dessus, moi je suis convaincu que ce sont des messages populistes, que la nouvelle génération n'a pas besoin d'entendre ça, que nous devons travailler ensemble et militer pour un état de droit, pour libérer les détenus, pour que les réfugiés politiques puissent rentrer en Algérie, que ce délit d'opinion puisse disparaître. Je rappelle que vous allez vous porter candidat aux prochaines législatives. Je vais être candidat. Je suis candidat aux élections. Il faudrait qu'un jour vous reveniez pour qu'on en parle. Parce que vous connaissez ma position sur cette question. Moi, je suis fortement opposé à ça. Absolument, mais on fera un débat ensemble avec un grand plaisir. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci, Mahibahi. Merci beaucoup, Mohamed Benhamou. Merci beaucoup, Salah Dabouz. Bkhawla khair, bislama.